Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale car je vais vous partager une partie de ma formation sur les partenariats privés. C'est donc un module où je vous donne toute la méthodologie que j'ai enseignée sur les partenariats privés. C'est une des premières formations que j'ai tournées il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, on l'a mis à jour et on est en train de le développer parce qu'on développe une bibliothèque en ligne avec une nouvelle plateforme de formation. Donc, j'ai décidé de vous l'offrir voilà, gratuitement pour que vous puissiez déjà démarrer sur ce projet et aller commencer à chercher des nouveaux partenaires. Donc vous êtes sur la chaîne Optimasso. Notre objectif c'est d'aider le monde associatif dans leur développement. Si vous voulez avoir des astuces, des conseils, qu'on puisse vous aider dans votre quotidien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos questions. On peut aussi réserver une séance de coaching de 30 minutes où j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et si vous souhaitez recevoir nos conseils régulièrement, au moins tous les 15 jours, cliquez en bas sur le lien de notre newsletter et on vous offre en cadeau un guide avec 20 ressources financières pour une association. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle formation sur les partenariats privés. L'objectif de cette formation est de vous aider à construire ou optimiser une stratégie qui va vous permettre d'obtenir de plus en plus de partenaires privés, donc de partenariats avec des entreprises de votre secteur. Avant de commencer, je vais présenter Optimasso. Donc, c'est un organisme de formation qui est dédié au monde associatif. On a créé cet organisme pour répondre à 3 problèmes, qui est le manque de temps des bénévoles et des salariés d'association, un problème donc financier où on a de plus en plus de mal à trouver des ressources pour mettre en place ces projets, et le manque de compétences, car il n'y a pas d'école pour devenir trésorier, secrétaire ou président d'association. Et donc, l'idée, c'était d'aider le monde associatif à devenir plus efficace dans sa gestion quotidienne, c'est d'aider les associations à trouver de nouvelles ressources financières et d'aider les dirigeants à monter en compétences pour qu'ils soient plus qualifiés pour gérer leur association plus sereinement. Une de nos premières solutions, c'est donc les formations, donc comme celle-ci qui est en e-learning, des formations qui sont aussi collectives en présentiel. On a également un accompagnement individualisé pour vous proposer des formations sur mesure pour vous aider vraiment dans vos projets et de vous amener d'un point A jusqu'à un point B pas à pas. Et nous proposons aussi des prestations pour que vous puissiez déléguer un maximum de tâches, notamment la rédaction de vos demandes de subventions, des appels à projets. On peut également créer des associations, vous aider à organiser votre assemblée générale. On est une équipe de 2 personnes, donc Anne et moi-même Clément, et on est entouré de plusieurs formateurs certifiés qui sont spécialisés eux aussi dans le monde associatif. On a obtenu depuis 3 ans la certification Calliope, donc c'est un gage de qualité qui nous permet de prendre en charge toutes les formations. Donc vous cotisez à des OPCO et nous on est reconnu par ces OPCO, donc on peut monter des formations et toutes ces formations seront prises en charge, donc ça ne nous coûtera rien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais refaire un point sur le modèle économique type d'une association, là où s'inscrivent les partenariats privés. Donc, on parle d'un modèle économique, mais il faut bien sûr inclure les bénévoles, car c'est la première ressource finalement d'une association. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Si on devait engager des personnes, ça aurait un réel coût. Donc, c'est pour ça qu'un bénévole n'a pas de prix. Donc ça c'est le plus important. Si vous voulez développer votre projet associatif mais que vous n'avez pas de ressources humaines, ça sert à rien d'aller plus loin. Déjà, recrutez des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui sont vraiment sensibilisées à la cause de votre association et qui ont envie de vous aider dans ce développement-là. Après, la première ressource d'une association, ça reste ses adhésions, ses cotisations. Ensuite, nous avons bien sûr les subventions publiques et les appels à projets. Il y a tout ce qui est le merchandising, donc c'est la vente de goodies. Par exemple, vous floquez des tenues avec le logo de votre association et vous les revendez à vos adhérents. L'organisation d'événements. Ensuite, vous avez des prestations, donc vous allez par exemple proposer des cours dans des écoles ou organiser des stages. Vous avez le crowdfunding, c'est le financement participatif. Vous avez un projet à dominante sociale et vous essayez de lever des fonds grâce au levier d'internet en proposant
votre projet avec des contreparties aux donateurs. Et là, grâce à Internet, vous pouvez toucher un maximum de personnes avec un rayonnement national, voire international. Et pour finir, une partie qui est encore sous-développée dans le modèle économique, c'est le partenariat privé. Aujourd'hui, à peu près, elle représente 10% des budgets d'une association. Je pense que à terme, il va falloir augmenter au moins à 20, voire 30% du modèle économique. En tout cas, l'idée, c'est de ne jamais mettre les œufs dans le même panier et donc d'arriver à développer de façon assez uniforme tout ce modèle-là pour pouvoir créer une association résiliente. Et si jamais il y a des crises financières, des crises sanitaires ou autres que vous ne pouvez pas maîtriser, avec un modèle économique résilient, vous pouvez toujours continuer à vous développer. Voici les étapes pour votre développement de la stratégie des partenariats privés. Au départ, il va falloir susciter l'intérêt auprès des entreprises de votre secteur pour finalement les capter et qu'ils deviennent partenaires. Ensuite, mettre en place des prestations pour les fidéliser, qui puissent par la suite vous recommander et derrière capter de nouveaux partenaires et faire cet effet boule de neige. Et c'est ce qui va être important dans votre stratégie pour augmenter le plus facilement possible votre nombre de partenaires. Finalement, c'est l'effet boule de neige. Le départ va être un peu dur à mettre en place, mais après, par effet de recommandation, vous allez faire grossir donc ce nombre de partenaires quasiment tout seul. Autrement dit, au départ, vous êtes un inconnu par rapport aux entreprises, donc il n'y a pas d'intérêt de l'entreprise. Il va falloir susciter la curiosité pour que l'entreprise soit intéressée. Une fois qu'elle est intéressée, il va falloir mettre en place des actions pour lever les doutes. Il y a beaucoup d'associations qui sollicitent les entreprises, leur budget reste quand même limité. Pourquoi elles vous donneraient de l'argent à vous et pas un autre? Et si elles donnent de l'argent, qu'est-ce que vous allez en faire avec? Donc ça, c'est des questions que le chef d'entreprise va se poser et c'est à vous de lui donner confiance pour qu'il devienne partenaire. Une fois qu'il est partenaire, il va falloir mettre en place tout un tas d'actions pour répondre aux attentes du partenariat et qu'il soit satisfait de vous. Et ça va être très important parce que s'il est satisfait, il va devenir ce que j'appelle un partenaire en or, un ambassadeur, et derrière, il va vous recommander pour que des personnes deviennent partenaires. Et ça va être très important. Je le redis une nouvelle fois, c'est vraiment la pierre angulaire de la stratégie, c'est créer cette fameuse boule de neige. La stratégie derrière le développement des partenariats privés, c'est tout simplement de construire une communauté d'entreprises. Comme vous avez fédéré des adhérents dans votre club et qui reviennent chaque année, l'idée c'est de faire la même chose pour les entreprises. Pourquoi? Parce que en les fidélisant, vous allez vraiment gagner du temps. Parce que tout le temps de la prospection, c'est du temps qui est assez coûteux. Souvent, il y a des refus, il n'y a pas beaucoup de monde, en tout cas des bénévoles qui aiment ça, aller faire du porte-à-porte pour aller demander de l'argent. C'est toujours une phase qui est très compliquée. Donc l'idée, c'est plutôt de commencer petit pour après faire grossir cette communauté au fur et à mesure et avoir un développement continu. Donc dès que vous commencez un partenariat avec une entreprise, dites-vous que c'est sur le long terme. Donc au lieu de penser one shot et d'avoir peut-être beaucoup d'argent d'un seul coup, peut-être commencer petit et en mettant en place plusieurs actions, votre partenaire va être content de ce lien, de ce partenariat-là, et derrière on va continuer d'année en année, et en plus vous allez voir que s'il est satisfait, il va vous recommander auprès de ses amis, auprès de ses autres partenaires, et finalement, ça sera beaucoup plus simple pour vous de grossir. Une question qu'on me pose souvent, c'est mais à quel moment il faut faire le partenariat? Parce que quand j'y vais en décembre, vu qu'ils clôturent en décembre, donc leur compte finalement ils ont plus le budget. Quand j'y vais en janvier-février, c'est un peu tout nouveau, donc du coup ils savent pas trop s'ils vont avoir le budget pour faire des dons. Moi, l'association, en fin d'année scolaire, donc vers mai-juin, on n'a plus trop de projets et mes bénévoles, ils sont crevés, donc on n'attend plus qu'une chose, c'est la pause, donc juillet-août. Donc voilà, on sait pas trop. Moi, je pense qu'il n'y a pas réellement de moment propice, un peu tout le temps. Voilà. Même si on sait que décembre, c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est quand l'occasion se présente, l'idée, c'est souvent, c'est créer du lien, aller rencontrer les entreprises pour
un moment leur proposer un partenariat. Des fois, en été, même si on pense que les entreprises sont en vacances, ils sont pas 2 mois de vacances en règle générale, et c'est là où ils sont le moins sollicités. Donc des fois, ils ont un peu plus le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de disciplines sportives collectives comme le foot, le basket, le hand. Eux vont démarcher pour la saison à venir, donc ils vont commencer vraiment en mai, juin, juillet, août, donc pour le flocage des maillots, pour les panneaux, ils connaissent les nouvelles dates, voilà. Donc à vous de voir quand vous sentez d'y aller. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous allez voir une entreprise et que c'est pas le bon moment, vous le notez sur un tableau en disant je vais repasser voir cette entreprise 3 mois plus tard. Voilà. Dites-vous qu'un jour ou l'autre, ça sera le bon moment. L'idée, c'est de proposer un partenariat gagnant-gagnant, de s'entraider. Vous pouvez apporter plein de choses pour l'entreprise et l'entreprise, elle peut vous aider aussi de plein de façons différentes. Je le répéterai jamais assez, mais dans un premier temps, il faut des entreprises locales et bio dans le sens où ça représente vos valeurs, ça représente donc ce que l'association veut. On me pose la question, par exemple, des enseignes de fast-food connues, est-ce que je me lie à eux? Moi, je me rappelle une fois, il y avait une grosse fédération qui s'était liée à McDo et avait proposé des réductions sur les repas. Ça avait fait vraiment lever les boucliers auprès des adhérents en disant que c'était pas normal de promouvoir entre guillemets la malbouffe. Ça, c'est à vous de voir et en fonction de vos valeurs et de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne jamais vendre son âme au diable. C'est de créer des partenariats sur la durée. Et des fois, même s'il n'a pas du gain, donc vous pousserez à accepter un partenariat qui est un petit peu litigieux. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. L'idée, c'est plutôt de vous libérer l'esprit et de faire des partenariats avec des personnes que vous appréciez ou que vous êtes sûr de pouvoir recommander facilement. Donc, pour finir, si vous voulez avoir des partenariats, il faut penser à créer du lien. Il faut que ces entreprises adhèrent à votre projet. Donc souvent, votre projet associatif, votre projet du club sportif, il y a 2-3 thèmes dans l'année que vous voulez mettre en avant. Souvent, ils sont récurrents. Ça va être important que l'entreprise valide ça et soit en lien avec ça. Et également, à vous aussi d'apporter de la valeur à l'entreprise en liant à votre projet. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant où chacun va apporter à l'autre en fonction de ce qu'on peut faire, de ses outils, parce que chacun a des compétences à mettre au service de l'autre. Maintenant, on va parler un petit peu chiffres. Voici un petit jeu où d'un côté, je vous ai listé des chiffres et de l'autre, à quoi correspondent ces chiffres. Si ça vous intéresse, prenez 2 minutes et à vous de relier le chiffre à la phrase qui correspond. Donc 3,6, c'est 3,6 milliards d'euros qui a été donné en 2022 à des associations. C'est une somme qui est assez stable finalement d'année en année. C'est à peu près les mêmes chiffres que j'avais trouvé en 2021. Donc même s'il y a eu la crise, même si au niveau économie il y a eu l'inflation, on voit que les entreprises soutiennent toujours autant le monde associatif. Dans le top 3, c'est en premier le monde associatif sportif, après le monde culturel et ensuite le monde caritatif. 105, c'est 105 000 entreprises en France qui donnent. 3/4, c'est 3/4 des entreprises considèrent les contreparties comme non déterminantes. Et ça va être important parce que souvent, quand on est une association, on se dit, tiens, je vais demander de l'argent pour une banderole, pour être sur le calendrier, et tout de suite on va penser à offrir quelque chose en échange, ce qui est logique parce qu'en fait on est toujours habitué comme ça à une transaction. Je vais à un supermarché, je vais donner de l'argent pour acheter un produit. Voilà, c'est la transaction classique. Là, au lieu de penser transaction, pensez plutôt relation. Et finalement, ce qui arrive en tête des sondages, c'est pourquoi le chef d'entreprise va donner de l'argent à une association. C'est par sympathie pour les membres de l'association, donc très souvent le président ou la personne qui est en charge des partenariats privés. Et deuxième, c'est parce qu'ils vont se reconnaître dans ce projet associatif.
ils vont se reconnaître dans la cause. Donc par exemple, si c'est un projet pour développer le sport au féminin, si c'est un projet pour lutter contre les inégalités, pour aider les personnes sur handicap à avoir accès à différentes actions, ça va très certainement donc toucher le chef d'entreprise directement dans ses valeurs et il va avoir à cœur de vous aider. Donc ça, c'est une notion très importante à prendre en compte. Quand quelqu'un va vous donner de l'argent, essayez de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il souhaite soutenir, pourquoi il va vous donner de l'argent. Et quand vous allez devoir mettre en place le partenariat, soyez sensible à ça. Un exemple concret, si la personne est sensible, par exemple, à équiper les enfants donc de tenues, le jour où vous faites l'achat ou vous remettez les tenues, conviez votre partenaire à cette remise. Voilà. Ou envoyez-lui un message ou un mail ou une photo en lui disant voilà, grâce à vous, on a pu doter nos enfants de ce type d'équipement-là. Ça, c'est des choses qui vont être réellement importantes. Ensuite, 76% des entreprises aident les associations locales, voire régionales. Donc, dites-vous que ça ne sert à rien dans un premier temps d'aller essayer de prospecter les grosses entreprises nationales dans le CAC 40. Oui, ils vous donneront sûrement beaucoup plus d'argent que la petite entreprise locale. À peu près, en moyenne, les chiffres, c'est entre 1000 et 3000 euros une entreprise. D'accord, vous donnez de l'argent, mais c'est beaucoup plus dur à avoir et en termes de relations, c'est quand même plus dur à établir. Donc, essayez de voir plutôt local, ça sera plus facile pour vous dans un premier temps. Et 66% des entreprises qui donnent, alors c'est les TPE, donc les très petites entreprises, c'est elles qui donnent le plus. D'accord ? C'est finalement les plus grosses entreprises, donc à plus de 250 salariés, qui donnent le moins. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous conseille plutôt d'aller voir des petites entreprises car vous aurez plus de chances qu'elles vous donnent de l'argent et en tout cas c'est toujours plus facile de créer du lien avec des petites entreprises où finalement le chef d'entreprise gère toute la partie communication marketing et donc c'est elle vraiment, cette personne-là, la décideur du projet et c'est quand même plus facile, vous gagnerez plus de temps. Donc concentrez-vous sur du local et plutôt des petites entreprises. Pour ce module, nous allons voir la différence entre mécénat et sponsoring. Donc déjà, le mécénat, c'est le fait d'émettre un reçu fiscal à l'entreprise. Il n'y a que les associations d'intérêt général qui sont habilitées à le faire. Donc à vous de bien vérifier si vous êtes d'intérêt général. Si vous êtes un club de sport affilié à une fédération, vous êtes automatiquement d'intérêt général. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez émettre ces reçus fiscaux. Attention, si vous n'êtes pas ou vous n'êtes pas sûr, je vous invite soit à consulter donc le service des impôts qui vous le diront, ou sinon vous faites du sponsoring, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'émettre de reçus fiscaux. Pourquoi ? Parce que le mécénat c'est de l'ordre du don et le sponsoring c'est une prestation. Quand on parle de don, on parle finalement qu'il n'y ait pas de contrepartie directe. On parle de contrepartie indirecte, c'est-à-dire que vous avez le droit de rétrocéder jusqu'à 25% du don. Donc par exemple, on vous donne 1000 euros, vous pouvez rétrocéder jusqu'à 250 euros pour remercier votre partenaire. Par exemple, vous offrez des maillots, des places pour le match, voilà, ça c'est possible, c'est pour le remercier. Attention, imaginez que vous lui offrez le panneau publicitaire ou de la communication, il faut l'intégrer dans ces 25% là, parce que c'est des contreparties. Donc à vous de faire attention et d'être garant de ne pas se dépasser ces 25% de contrepartie. Vu qu'il fait un don, et ça c'est le gros avantage du mécénat, il peut déduire de son impôt sur la société, donc son IS, ou l'impôt sur le revenu IR, jusqu'à 60% d'accord, de ce qui va être imposé. La limite, c'est il peut déduire jusqu'à 20 000 euros ou sinon 0,5% de son chiffre d'affaires. Donc le sponsoring, c'est une prestation. Il faut qu'il y ait des bénéfices directs. L'idée, c'est que l'entreprise vous donne de l'argent en contrepartie d'augmenter sa notoriété, son image de marque, qu'il puisse en tirer finalement un développement réel de son entreprise. Ça peut être des grosses charges qui passent finalement dans le budget de communication de l'entreprise.
l'idée là, c'est par exemple, dans un club pro, on peut aller en moyenne 10 000 euros pour avoir un gros panneau et des places à l'année. Si vous prenez une association, donc un club amateur en association, ben, on va être plutôt aux alentours de 2 000 euros. Donc c'est vraiment une grosse différence. Quand on parle de mécénat, on parle en fait de 4 types de dons. Le premier, c'est le plus répandu, je crois que c'est plus de 70% des entreprises donnent finalement directement de l'argent pour soutenir un projet, des achats ou aider au fonctionnement de l'association. Ensuite, c'est des dons en nature. Donc par exemple, on va pouvoir vous prêter des locaux, carrément vous acheter du matériel. Ça peut être de vous aider pour votre buvette, pour votre tombola, ou au lieu de vous facturer un service, ben, on ne vous le facture pas et en fait on le fait passer en mécénat. Le troisième, qui se développe de plus en plus, mais j'ai l'impression que ça se développe vraiment plutôt dans les grandes villes. Moi j'habite en Dordogne et pour l'instant je le vois très peu, c'est le mécénat de compétences. En fait, vous mettez, donc le chef d'entreprise met à disposition un salarié, donc 2 heures par semaine, pour aider l'association, par exemple à tenir la comptabilité, mais à organiser un événement, à tout type d'action que peut faire une association. Et en fait, ce temps donc, où l'entreprise paye le salarié peut faire figure de mécénat. Et en gros, c'est très simple, hein, on prend le salaire plus les cotisations sociales, multiplié par le nombre d'heures par mois ou à l'année, et c'est ce qui va faire le montant du don. Le dernier, c'est utilisé aussi, alors on ne le voit pas souvent comme ça, mais c'est ce qu'on appelle le produit partagé. Là, ben, on était pour Noël, ou là, ça va être la galette des rois en ce moment, ou par exemple pour Pâques, ça sera les chocolats. En gros, une entreprise nous fait une remise sur les chocolats. Vous le vendez, vous, à prix coûtant, et cette partie-là, l'entreprise peut être déduite du mécénat. Il y a l'action, la poche à sapin à 1 euro est reversé à l'association, ben cet euro-là peut aussi faire l'objet de mécénat. Voilà pour les produits partagés. Je vous conseille en priorité d'avoir plutôt un mécénat financier. En nature, si vous avez vraiment besoin de matériel précis, je sais que les entreprises aiment bien savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté finalement, donc c'est un produit physique, c'est plus facile à eux pour appréhender leur aide. Si vous avez besoin de compétences, n'hésitez pas à solliciter l'entreprise. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'une entreprise va aller chercher chez une association finalement? Alors je vous rappelle qu'elle va vous aider en partie pour vous, pour votre sympathie, pour ce que vous dégagez, pour vous aider vous, d'accord? C'est ça qui va être important. Elle va aussi aider parce qu'elle se reconnaît dans votre projet associatif, les valeurs que vous représentez, les actions sociales que vous allez mettre en place. Et en contrepartie, vous pouvez proposer de la mise en valeur. Donc ça, c'est un peu le classique, d'accord? C'est les banderoles, ça va être sur les supports de com, sur les maillots, tout ça, c'est ce que beaucoup d'assos font. Moi, je vous conseille d'essayer d'innover un petit peu en fonction de ce que vous êtes capable de faire, de trouver des petites astuces, des petits tips qui vont changer un peu l'ordinaire, parce que de plus en plus d'associations démarchent les entreprises, donc à vous de cesser de sortir du lot. Ensuite, on va voir tout ce qui est recommandations. Vous faites partie d'une association, vous pouvez aussi recommander cette entreprise. À vous de sélectionner des entreprises de qualité qui sont recommandables. Et derrière, auprès de vos adhérents, même si vous êtes qu'une centaine d'adhérents, il y a souvent papa, maman, papy, mamie, il y a toute une famille autour. Et donc, toutes ces personnes-là vont pouvoir recommander l'entreprise. Donc, à vous de mettre en place des astuces qui vont permettre la recommandation, notamment au travers d'un annuaire des partenaires. C'est ce qui se fait beaucoup, qui marche bien. Vous listez tous les partenaires et vous le remettez à vos adhérents. Et si vos adhérents, je sais pas, doivent acheter une cuisine, on regarde dans votre annuaire. Et si vous avez un cuisiniste, ils n'ont plus qu'à le solliciter. Ensuite, vous avez la mise en relation avec d'autres professionnels. Souvent, un chef d'entreprise va essayer de toujours développer son réseau, créer des synergies avec d'autres personnes. Et à vous peut-être de créer ces moments d'échange facilement, voilà, en regardant un match, autour d'une soirée partenaire.
c'est des moments qui peuvent être intéressants. Ça peut être aussi un partenaire qui vous appelle pour vous demander si on connaît une autre entreprise parce que ils aimeraient bien travailler ensemble, ou cette entreprise vend des prestations à d'autres entreprises et du coup elle aimerait bien avoir en tant que client. Ça, c'est des choses qu'une association peut faire, et elle peut être en tout cas facilitateur assez facilement. Et après, c'est tout le côté bien-être. Vous pouvez proposer plein d'actions qui va permettre au chef d'entreprise un peu de sortir la tête de l'eau ou créer de la cohésion avec son équipe. Par exemple, vous faites une animation sous forme de team building, c'est-à-dire vous venez, par exemple, nous on est dans un club de tennis, et ils proposent à leurs partenaires de venir 2 heures faire des matchs de tennis et après une petite collation. Ça, c'est des moments que les entreprises aiment bien parce que ça permet de sortir un petit peu tous les salariés de l'entreprise, de créer du lien entre tout le monde, et c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'association parce qu'elle se fait connaître, et également pour le chef d'entreprise car il a une animation clé en main de qualité pour ses salariés et en tout cas tous ses collaborateurs. Au niveau des nouveautés que je vois maintenant au quotidien, il y a des associations qui proposent de nombreuses choses qui sont innovantes. J'en ai listé quelques-unes que je trouve faciles à mettre en place et très intéressantes. La première, c'est que maintenant il y a des petits partenariats, donc des petits produits d'appel. En gros, c'est un partenariat, un début de partenariat pour les personnes qui sont pas encore à fond ou n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie. On peut tout simplement leur proposer de venir à une soirée partenaire ou à vous organiser un gros événement. Ils viennent à cet événement et en fait il y a un ticket d'entrée à 50-100 euros, d'être sur le calendrier, le pack web, on fait un interview sur les réseaux sociaux, on les groupe sur une tombola. Il y a des petites choses comme ça qui vont permettre d'amener une entreprise à donner, parce que je pense que 50-100 euros ça va apporter quand même de nombreuses entreprises. Il y a le naming d'événements, donc c'est simple, au lieu d'appeler la Ligue 1, on lui donne le nom d'une entreprise. Maintenant tous les stades ont un nouveau nom, donc vous organisez le tournoi de votre club, le seul tournoi de votre club, c'est le tournoi, et vous mettez le nom de l'entreprise qui vous a donné de l'argent. Donc ça c'est intéressant parce que si vous organisez 4-5 événements, vous essayez de trouver 4-5 entreprises, et en fait ils vous associent réellement le nom à cette entreprise. Je sais que il y a pas mal d'entreprises qui sont assez friands de ça parce qu'il y a un réel impact, il y a beaucoup de visibilité et eux on gagne énormément de notoriété. Après, il peut y avoir tout simplement la réduction pour vos adhérents. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Imaginez, en fait, vous êtes comme un CE, un comité d'entreprise, donc un comité d'association d'adhérents, et vous allez proposer à vos adhérents des réductions à des entreprises que vous aurez sélectionnées, soit qui sont partenaires, ou sinon des entreprises que vous aimeriez qui deviennent partenaires. Et le dernier, c'est une nouveauté, donc j'ai vu ça avec le club de basket à côté de chez nous, qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que là, au lieu de proposer une tombola aux adhérents, ils ont proposé une tombola aux entreprises pour gagner justement de la visibilité, des places VIP au match. Donc de mémoire le ticket était à 200 euros, et sachant que pour être par exemple sur le short c'est 500 euros, pour un panneau c'est 2000 euros. Et en faisant ça, en fait, elle a eu de nombreuses entreprises qui d'habitude ne donnent pas, ne font pas de dons, ou en tout cas ne pouvaient peut-être pas avoir les prestations que l'association proposait. Du coup, ils se sont pris au jeu, ils ont fait un repas avec tous ces partenaires, et je crois qu'ils ont eu à peu près 40 entreprises qui ont donné 200 euros, et dedans il y en avait qui avaient jamais donné des dons, et ça a fait des nouveaux donateurs qui après derrière enrichissent cette communauté là, et derrière pouvoir les ressolliciter pour l'année suivante avec peut-être des offres un peu plus conséquentes. Maintenant, nous allons aborder les documents contractuels, en tout cas les documents qui vont vous aider dans la prospection jusqu'à la finalisation du partenariat. La première, c'est un document qui n'est pas obligatoire, mais que j'aime bien utiliser, c'est ce que j'appelle la fiche de liaison. En gros, le jour du rendez-vous, mais c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir noter toutes les informations nécessaires. Et comme ça vous permettra de remplir la convention et le CERFA correctement, sans redemander aux partenaires ou sans aller perdre du temps auprès de votre secrétaire qui lui devra remplir le CERFA. Donc là, en gros, c'est la fiche d'identité
du partenaire. Après, vous pouvez le reporter sur un fichier Excel commun que vous voulez. S'il aide en nature, s'il aide financièrement, si vous signez sur plusieurs années, ou si il y a un don mais qui est étalé sur plusieurs mois. Par exemple, l'entreprise a décidé de me donner 1000 euros, mais c'est peut-être un effort conséquent pour le premier mois, et elle préfère faire 5 fois 200 euros. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà, et ben à vous derrière de le noter. Peut-être que vous repartez avec ça un chèque, ou elle de mettre en place un paiement annualisé, un paiement mensuel, pardon, voilà, qui fera la hauteur du don. Après, elle signe. Alors contractuellement, ça engage en rien, mais bon, en règle générale, si une entreprise, voilà, vous donne son accord et elle signe, ça va aller jusqu'au bout. Le deuxième outil, c'est le livret partenaire. Donc ça va vous aider dans votre présentation, parce que vous avez un discours et souvent ça va vous permettre de guide pour savoir où vous en êtes dans vos discours. En tant que bénévole ou éducateur sportif, moi le premier, quand j'ai commencé comme ça, j'ai pas tout de suite appris par cœur ma présentation, ce qui est logique. Donc ça, c'est un peu voilà, votre pense-bête. Ensuite, c'est quand même, ça fait plus sérieux d'avoir un support. Ça vous permet de vous démarquer auprès de votre concurrence, donc des autres associations, et ça laisse une trace dans un monde où on envoie beaucoup de mails, où c'est beaucoup dématérialisé. Avoir un objet physique, voilà, c'est toujours mieux. Dedans, qu'est-ce qu'il faut avoir? Pour moi, donc l'idée, c'est d'avoir déjà une belle couverture avec votre logo, quelque chose qui impacte. Voilà, c'est la première impression. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Ensuite, c'est pourquoi faire le partenariat. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Vous présentez votre club, vous présentez les projets à financer et les engagements, c'est-à-dire les contreparties. Si vous me donnez un don de temps, qu'est-ce que derrière je peux moi vous proposer? Voici quelques exemples. Donc pour la page de garde, voici une page de garde que je trouvais plutôt simple, facile à mettre en place et qui parle. Le dossier de sponsoring, c'est l'école polytechnique de Tunisie. Et derrière, on sait qu'est-ce qu'on va financer, c'est l'événement du 20e anniversaire. Pourquoi faire le partenariat? Donc là, c'est souvent le mot du président. Donc il y a plusieurs mots-clés à mettre en place, mais c'est surtout peut-être des projets, parler de l'image de votre association, parler aussi de l'abattement fiscal, parce que même si je pense que de plus en plus d'entreprises sont au courant, certaines ne le savent pas bien, en tout cas on en a entendu parler, et à vous de les rassurer sur ça, que si vous leur donnez un reçu fiscal, ils pourront le donner à leur comptable, et ils pourront donc déduire de leur IS ou de leur IR. Voici un exemple, mot du président, les chiffres de l'association. Par respect, j'ai bien sûr flouté les coordonnées. Voilà, c'est un dossier qui est d'un club qui est pas très loin de chez moi, que j'ai retrouvé sur internet, voilà, qui est très bien, qui est vraiment parlant. Après, vous pouvez présenter votre club, ses valeurs, son palmarès. Vous pouvez aussi présenter l'équipe pour montrer que c'est aussi structuré comme une entreprise finalement, avec une hiérarchie, une personne qui dirige, donc président. On a la partie financière avec le trésorier, la partie administrative avec le secrétaire. S'il y a des salariés, voilà. Et ça, c'est aussi important parce que ça permettra aux chefs d'entreprise de se rendre compte que finalement, il y a une association, c'est pas que des amateurs, c'est vraiment aussi structuré. Voilà un exemple. Là, c'était une entrée par valeur. Donc, il y avait l'excellence, l'accueil et le partage. Donc, c'est 3 valeurs de l'association. Et on a listé tous les événements concrets que faisait cette association-là pour illustrer les valeurs. Ensuite, on propose le projet. Alors, soit il y en a un à financer. Vous pouvez aller jusqu'à 3. Alors, 3, c'est le grand maximum. Mais prioriser quand même des projets sociaux, des projets qui vont toucher directement le chef d'entreprise. Si vous dites que c'est pour payer vos joueurs, ça, en règle générale, ça marche jamais. Par contre, c'est pour aider des enfants défavorisés à aller en stage. C'est pour acheter du matériel, pour même optimiser vos entraînements, pour augmenter le niveau de jeu. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que ça va aussi montrer à l'entreprise qu'elle va aider au rayonnement associatif local. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'entreprise. En tout cas, les chefs d'entreprise sont souvent ont envie d'aider leur ville là où ils sont, donc ils le feront par le biais du monde associatif.
Voilà, donc là par exemple, ils ont fait un récap du coût de l'association et qu'est-ce qu'ils mettaient en place. Je trouvais ça pas mal illustré, assez simple, et avec des afterwork immersion, afterwork Peaky Blinders. Moi, c'est des choses qui m'ont tous interpellé et qui vont donner envie au chef d'entreprise d'en savoir un peu plus. Et votre offre, l'offre doit être packagée, c'est-à-dire faites plusieurs offres. Je dirais au minimum 3, on peut peut-être avoir 4, 5, mais 3 c'est un bon chiffre. Voici un exemple, 300, 500 000, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Si vous démarrez au départ, c'est des bons chiffres. Si maintenant vous êtes quand même une grosse association et que vous avez plein de choses à proposer, vous pouvez bien sûr augmenter. Et après, ne restez pas figé, il y a toujours des négociations, même si on met 1000 et qu'une entreprise veut 3000, à vous de faire des propositions pour essayer d'apporter un maximum de valeur. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire de base. Voilà. Je rappelle, hein, l'idée c'est mise en valeur, mise en relation, recommandation et bien-être de l'entreprise. À vous de trouver des offres en fonction de vous, en fonction de votre association. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider l'entreprise dans son développement, et en contrepartie, elle vous aidera dans votre développement. Le format, ça peut être livré, plaquette commerciale, un dossier. Je vais même utiliser moi des petits flyers efficaces. C'est pour avoir une trace, pour vous guider. Il faut quand même que ce soit de qualité, donc vous n'imprimez pas ça sur une feuille classique. Hein, vous allez voir un imprimeur pour même 50 €. Vous pouvez déjà avoir quelque chose de plutôt très bien. Vous pouvez faire ça sur PowerPoint. Canva, c'est pour moi aujourd'hui un incontournable. C'est facile d'utilisation et ça fait des visuels très jolis et quasiment professionnels. Et si vous n'avez pas le temps et vous pouvez aller voir des prestataires. Je crois qu'à partir de 150 €, vous pouvez avoir déjà un dossier qui est digne de ce nom. Si vous voulez mettre des images et des illustrations, c'est ce que je vous conseille. Vous avez 2 sites, FreePic et Pixabay, qui ont des images libres de droit. Ce que je conseille quand même le plus, c'est des photos perso, donc des photos de vos adhérents, de vos actions, de ce que vous mettez en place. Faites attention toujours, bien évidemment, au droit à l'image. Une fois que vous avez présenté votre livret et que le partenaire signe, il va falloir mettre en place une convention. Alors c'est pas un outil obligatoire, mais ça permet vraiment de vous lier avec le partenaire. Il m'est arrivé il y a pas longtemps d'aider une association qui avait signé une convention sur 3 ans. Le chef d'entreprise part et celui qui reprend ne voulait pas continuer et il lui a parlé de la convention sur 3 ans et le chef d'entreprise a dit puisque c'est comme ça, s'il s'est engagé, on continuera à tenir notre engagement, et finalement maintenant c'est de nouveau un partenaire qui a re-signé sur le long terme. Donc ça c'est également important, ça permet de remettre les choses à plat et ça permet de montrer que vous êtes une association structurée et que cet argent sera fait pour vraiment votre développement et ça sera utilisé à bon escient. C'est pas juste donner de l'argent pour après le dépenser n'importe comment. Comme tout type de convention, il faut mettre les 2 parties. Après, ce que je vous conseille, c'est de mettre donc vos engagements auprès de votre projet. Qu'est-ce que l'entreprise va soutenir comme projet, en tout cas qu'est-ce que vous allez faire de l'argent. Vous pouvez lister les contreparties, dites bien que vous êtes habilité à remettre des reçus fiscaux, parce qu'en cas de contrôle, si jamais c'est pas le cas, au moins l'entreprise pourra justifier que c'est vous qui avez quand même dit que vous pouvez en remettre. Alors à eux aussi de vérifier que vous êtes bien d'intérêt général, mais bon, normalement vous l'aurez fait en amont. La durée du contrat, et bien sûr les 2 signes. Ensuite, une fois que vous avez le paiement, et vraiment comment vous avez le paiement, vous pouvez remettre un reçu fiscal. Donc le reçu fiscal, il a été simplifié donc depuis 2 ans. En gros, ce qui ne change pas, c'est le numéro d'ordre qui est en haut à droite. Là, donc je vous conseille de mettre l'année et de bien respecter la temporalité, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, voilà, en fonction du nouvel. Si jamais il y en a un qui n'a pas fait le don et vous avez fait un CERFA pour rien, c'est pas grave, vous faites comme si c'était un avoir. En fait, vous gardez ce CERFA, vous le rayez en mettant annulé et vous continuez sans casser cette temporalité là. Vous attribuez pas un numéro à quelqu'un qui arrive 5 mois plus tard. D'accord ? Donc ça c'est important parce que depuis août 2021, il y a une nouvelle loi qui est passée où vous devez déclarer le montant total de vos dons et le nombre de CERFA qui a été attribué. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose
qu'il va falloir respecter et qui va être de plus en plus contrôlé. Donc vous remplissez une fois et après vous faites que du copier-coller, donc ça c'est votre encart. Ensuite vous cochez que vous êtes un organisme d'intérêt général, d'accord, donc soit philanthropique, éducatif, sportif, en fonction du type d'association que vous êtes. Si vous êtes une association de loi 1901, ce qui je pense va être le cas, vous cochez ici, ok. Après vous donnez la dénomination de l'entreprise. Donc quand vous avez rempli sur la fiche de liaison, vous allez demander le numéro de sirène. Sirène, c'est la partie courte du numéro. D'accord, donc vous me remplissez ce numéro-là. Ensuite, la partie du haut, c'est le montant de don en nature. Donc là, il faudra écrire le montant et la nature du don. Et après, ça, c'est le don en numéraire. D'accord, remise d'espèces, chèque ou virement. Un partenaire peut vous donner de l'espèce. Moi, je vous dis quand même de faire attention dans la provenance des fonds. D'accord, si c'est une grosse somme, de pas, voilà, en cas de contrôle, de pas savoir comment justifier, même si ce sera pas de votre ressort. L'idée, toujours, c'est de vous enlever un maximum de soucis dans la gestion de votre association. Donc, c'est de pas vous en rajouter. Vous signez et vous datez. Vous le faites en 2 exemplaires. Un exemplaire que vous gardez et un exemplaire que vous remettez à l'entreprise. Je vous invite à l'avoir en version papier et également en version informatique parce que des fois ils vont le perdre, il va falloir l'envoyer rapidement. Donc ça permet de l'avoir sur un drive facilement accessible. D'accord, imaginez que c'est votre trésorier qui a tous les CERFA, il les a chez lui, il part en vacances, le temps qu'il revienne ou l'avoir, c'est peut-être déjà trop tard. Donc facilement accessible dans un drive, c'est parfait. Je vous ai listé les différents profils que vous allez retrouver à chaque rendez-vous. En gros, vous avez le chef d'entreprise qui est pressé, qui vous reçoit entre 2 rendez-vous ou limite sur un chantier. Donc lui, il va falloir être assez efficace et lui proposer assez vite de venir vous voir au club, car ça sera un moment où il sera un peu plus attentif. Entre 2 rendez-vous, il sera pas à même ou très rarement à créer du lien avec vous. Et je rappelle que c'est le plus important. Au contraire, on aura quelqu'un de posé, donc c'est là où vous allez pouvoir vraiment discuter, échanger avec lui, proposer des choses, être force de proposition, peut-être même pour sortir un peu de l'ordinaire et créer un réel partenariat avec ce genre d'entreprise-là. Enthousiaste, donc là c'est quelqu'un qui qui est déjà partant pour vous aider. Là l'idée aussi c'est peut-être d'aller un peu plus loin que ce que vous proposez. Et après, vous aurez le sceptique. Donc ça, c'est la personne qu'il va falloir convaincre. Je vous rassure, vous aurez quand même plus de sceptiques au départ. Et après, par contre, vous aurez que des enthousiastes parce que vous aurez déjà l'autorité. Vous serez déjà recommandé par quelqu'un qui a confiance en vous. Donc, par nature, il aura confiance. Et si vous êtes devant lui, si une entreprise vous reçoit et que vous êtes devant lui, très souvent, l'entreprise est là pour vous donner de l'argent. À vous maintenant d'être bon pour qu'elle donne un maximum d'argent pour que vous puissiez vous développer au maximum. Donc si la personne est pressée, sceptique, par exemple un boulanger qui est très sollicité, mais bon il comprend pas bien en quoi ça va lui rapporter parce que finalement il n'a pas besoin de vous pour exister, et ce qui est le cas, là peut-être commencer tout petit avec lui, donc parce qu'il est sceptique, d'accord, et essayer de l'amener à venir voir votre club, à venir dans votre association ou venir essayer une prestation que vous proposez. Ça peut être un premier pas avec un petit partenariat qui pourrait être au moins un don en nature et qui vienne sur l'événement, ou ça peut être aussi une remise pour vos adhérents. Ça peut être le petit pack de le produit d'appel. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour ce type de profil. Après, s'il est pressé mais enthousiaste, donc là c'est la personne qui vous reçoit au milieu de son magasin et qui dit bon c'est bon, je signe, ou hop, là l'idée c'est bien évidemment d'aller jusqu'au bout de la démarche, mais très vite de lui proposer par exemple un petit building avec ses adhérents, donc une animation avec ses adhérents, ou de l'inviter à un événement, ou d'aller le voir, lui proposer un café. Essayez sans trop lui prendre du temps, essayer de créer du lien avec cette personne-là pour derrière, si en plus il est enthousiaste, il doit avoir un réseau, il pourra vous aider.
Si la personne est sceptique et posée, là, il va falloir vraiment créer un échange, lui poser des questions, qu'est-ce qu'elle aimerait, elle, comme contrepartie, qu'est-ce qu'elle attend de vous, de l'association, quels sont ses axes de développement de son entreprise, et à vous, après, de faire des propositions sur mesure pour lever tous les doutes possibles, peut-être de parler aussi des entreprises que vous avez déjà en partenaire, que cette personne connaît déjà sûrement, et si ces personnes-là sont partenaires, pourquoi pas cette entreprise-là. Donc voilà, à vous de bien décortiquer tout, de bien expliquer, de bien faire comprendre à ce futur partenaire que tout ce que vous allez mettre en place, c'est pour du long terme et c'est pour du gagnant-gagnant. Et le dernier, bon, mais ça c'est le partenaire que tout le monde aimerait, c'est la personne qui est enthousiaste et posée, qui vous reçoit. Et là, l'idée c'est de co-construire le partenariat, construire l'offre, de vraiment être force de proposition, parce que même si vous avez un pack qui s'arrête à 1000 euros, moi ça a été mon cas quand j'ai démarché cette personne, et bien en fait je suis reparti avec le double, donc 2000 euros, et on a mis en place des animations, on a mis en place des prestations qui nous, on le proposait sur d'autres organismes et en fait, j'ai pas percuté que ça pu être aussi intéressant pour un responsable de magasin. Et pour finir, le dernier module sur la stratégie de base pour vos partenaires privés, une partie qui est souvent difficile pour les associations, c'est celle de développer son réseau et son réseau rapidement. Parce que votre réseau associatif, vous l'avez, mais des fois, les entreprises, vous les connaissez pas bien. Avant de pouvoir s'appuyer sur les autres entreprises, c'est toujours un peu compliqué. Donc ce que je vous propose moi, dans un premier temps, c'est déjà de lister les chefs d'entreprise que vous avez au sein de votre association. Il y en a très certainement, donc c'est les premiers qui connaissent déjà votre association, donc en termes de confiance, il y a déjà un lien. Donc, eux, ça sera le plus facile. Donc d'abord, voyez votre propre réseau personnel et celui de l'association. Et une fois que vous avez fait le tour de ce réseau-là, vous avez sollicité ces personnes-là, vous pouvez continuer à développer votre réseau de plusieurs façons. La première, ça va être d'essayer d'intégrer des clubs d'affaires. Donc c'est des business clubs. Il y en a maintenant pour tous les goûts. Il y a des gros business clubs à 40, 50 heures d'entreprise. Il y en a des plus petits. Souvent, il y a l'exclusivité de cœur de métier, c'est-à-dire qu'il y a un maçon, un électricien, un agent immobilier qui représente le métier. Et il y a du coup un responsable des partenaires. Je sais que ça marche bien. C'est comme ça que moi j'ai réussi à développer une stratégie dans un de mes premiers clubs. Vous allez donc créer du lien. Donc c'est en une réunion toutes les semaines, toutes les 2 semaines, avec les mêmes personnes, des chefs d'entreprise, et eux vont également vous aider. Vous êtes quasiment sûr que tous ces chefs d'entreprise qui sont autour de la table, au bout d'un certain temps, vont tous être partenaires de votre club. Donc ça, c'est une stratégie qui vous demande un petit peu de temps parce que ça veut dire assister à des réunions qui durent à peu près 2 heures toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, mais c'est une stratégie qui est réellement payante. Après, vous avez toutes les soirées networking, donc il y a plein d'événements, vous savez qu'il y a des entrepreneurs, et ben c'est d'y aller. Alors, allez-y accompagné parce qu'être tout seul, c'est jamais facile, sauf si vous avez le contact social très très facile. Dans ces cas-là, ou vous connaissez déjà un peu de monde, dans ces cas-là, vous savez que vous n'allez pas être tout seul. Mais si vous êtes plutôt introverti, je vous conseille pas d'y aller seul parce que vous allez rester dans votre coin, à côté des petits fours, et ça va être compliqué. D'accord ? Dites-vous que dans ces soirées-là, les gens sont ouverts, ont envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas, n'y allez pas tout de suite en proposant une offre parce que c'est pas le cas. Y allez juste pour rencontrer des personnes, discuter, savoir ce qu'elles font. Et après, au fur et à mesure, peut-être les revoir une deuxième fois, les inviter à boire un café, un déjeuner ou autre chose. Après, vous avez des soirées dirigeantes, donc ça c'est des groupes qui organisent des soirées à thème avec des chefs d'entreprise. Voilà, c'est des moments où pas mal de chefs d'entreprise sont réunis. Allez-y, même si vous êtes président d'une association, si vous avez des salariés, on peut vous considérer un peu comme tel, c'est-à-dire vous êtes aussi un dirigeant et donc ça correspondra tout à fait à votre cible. En tout cas, on en voit quand même de plus en plus et sont souvent les bienvenus parce que c'est des personnes qui sont très intéressantes qui peuvent apporter pas mal de choses dans les discussions.
Et la dernière chose que moi j'ai fait pas mal, c'est les conférences ou les formations avec des chefs d'entreprise. Et c'est vrai qu'on peut vite tisser du lien avec les personnes. Alors si c'est des conférences pures et dures où il y a 500 personnes dans un amphithéâtre, un peu moins. Mais si c'est des petites formations, des petites conférences où c'est une vingtaine, très souvent c'est facile de discuter avec ses voisins, de parler et de créer du lien. Donc voici des astuces pour vous aider donc à rencontrer un maximum de chefs d'entreprise, à tisser du lien et à avoir des partenaires. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que tous ces modules vont vous aider à mettre en place votre stratégie. La meilleure façon, c'est de passer à l'action. Commencez à aller prospecter, proposer vos offres à un maximum de chefs d'entreprise. Le premier cap, je crois, c'est les 10 premiers qui sont durs à voir et après vous allez voir que ça va rouler tout seul. Ça se fait pas en un jour, il faut des mois, voire des années pour avoir un groupe solide de partenaires qui vous suit sur le long terme. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions.